La lumière. La lumière est sans doute la brique la plus importante ayant accompagné les physiciens dans leur compréhension de la nature et des lois qui la régissent. La lumière, c'est le pilier fondamental de la physique ondulatoire. La lumière est le témoin du passé et du lointain en cosmologie. C'est aussi et surtout l'objet physique par excellence qui fait le lien entre la mécanique classique et la mécanique quantique. Le fond diffus cosmologique par exemple, les photons les plus anciens qui nous parviennent, nous renseignent sur notre univers. La lumière la plus intense nous emmène indirectement au cœur des étoiles dans les expériences de fusion inertielle. Et c'est en étant intriqués que les photons nous ont permis de comprendre que la localité n'était plus immuable. Mais sans lumière, pas d'observateur. Sans elle, plus des messagers de la nature vers l'homme. Ce qu'on entend par là, c'est que souvent, la lumière n'est pas l'objet d'étude en soi, mais le médiateur entre le phénomène physique et le mécanisme de détection. Il nous a alors paru intéressant d'honorer la lumière en ne la prenant non plus comme l'objet de mesure, mais comme l'objet d'étude à proprement parler. Dans ce projet, nous nous sommes attachés à révéler par l'expérience la forme de la lumière, et plus particulièrement les caractéristiques fondamentales de son émission. Description classique ou quantique, la lumière a plusieurs visages. Et c'est plus précisément la notion de longueur de cohérence que nous avons tenté de mettre en évidence. Commençons tout d'abord par placer le cadre théorique et rappeler le formalisme permettant de décrire la lumière et ses propriétés de cohérence. On ne vous apprend rien, les champs électriques et magnétiques sont régis par les équations de Maxwell. La réécriture de ces équations dans le vide contient une équation de D'Alembert, laquelle traduit la possibilité de propagation d'une onde électromagnétique. C'est la lumière. Ces champs sont des vecteurs, mais pour des rayons peu inclinés entre eux et avec de faibles angles d'incidence sur les divers systèmes rencontrés, la description des ondes lumineuses par un scalaire S suffit pour décrire la plupart de leurs propriétés. Ce scalaire S est appelé la vibration lumineuse. Prenons une source ponctuelle à l'origine. Pour le moment, nous supposons que cette source est monochromatique, avec une longueur d'onde lambda. Cette onde a une fréquence nue qui vaut C sur lambda et une pulsation oméga qui vaut 2π nu. La vibration lumineuse s'écrit alors comme le produit d'une amplitude A0 et d'un cosinus modulé par la pulsation oméga et décalé d'une phase phi. Rappelons que le phénomène d'interférence entre deux faisceaux émis par une même source, ou, de manière équivalente par deux sources cohérentes, provient du décalage en phase entre leurs vibrations lumineuses respectives. On peut l'illustrer de la manière suivante. Le kit sur lequel nous avons travaillé était celui dit de la gomme quantique. Il s'agit en fait d'un montage Mach-Zehnder. Dans ce montage, le faisceau laser est séparé en deux sous-faisceaux grâce à une lame séparatrice. Les deux bras sont ensuite recombinés au niveau d'une seconde lame séparatrice. En sortie du Mach-Zehnder, on obtient alors deux faisceaux sur lesquels on peut observer les interférences dues à la différence de chemin optique entre les deux bras. Notons qu'en pratique, il est assez difficile d'obtenir des figures d'interférence à géométrie circulaire. On explique cela du fait que le moindre écart à l'alignement des miroirs induit une déformation des franges. De la même manière que pour un Michelson, il faut les miroirs parfaitement perpendiculaires l'un à l'autre pour obtenir des cercles d'interférence, sans quoi une forme de coin d'air s'ajoute à la différence de marge, résultant en une déformation des franges. Par ailleurs, on a pris le parti de réaliser des chemins optiques relativement longs, de l'ordre du mètre, afin de pouvoir ajouter des optiques entre les miroirs et les lames au besoin. En contrepartie, les défauts d'alignement des miroirs résultent de plus grands écarts des faisceaux lors de leur recombinaison, ainsi qu'une possible déformation des faisceaux eux-mêmes. C'est pourquoi nous avons des franges assez peu symétriques,
ce qui en réalité n'était pas très dérangeant pour ce que nous souhaitions faire pour la suite. Un phénomène intéressant intervient lorsque l'on rajoute un polariseur sur chacun des bras de l'interféromètre. Pour rappel, un polariseur horizontal, disons, ne transmettra que la composante horizontale du photon incident. La probabilité de transmission d'un photon de polarisation rectiligne est alors égale au cosinus de l'angle que fait la polarisation de ce même photon avec l'horizontale. Si l'on oriente nos polariseurs de telle sorte à ce qu'ils soient entre perpendiculaires, les interférences en sortie du Mach-Zehnder disparaissent. En effet, le terme d'interférence est proportionnel au produit scalaire entre les champs des deux bras. Naturellement, si ces derniers sont orthogonaux après les polariseurs, alors le terme d'interférence s'annule. De manière générale, le contraste des franges évolue comme cosinus alpha, avec alpha l'angle entre les deux polariseurs. C'est exactement ce que l'on observe expérimentalement sur notre montage. Ici, on tournait l'un des deux polariseurs continuellement. On s'aperçoit effectivement que le contraste diminue jusqu'à devenir nul lorsque les polariseurs sont orthogonaux. Le résultat reste évidemment qualitatif car nous n'avons pas mesuré le contraste directement. On remarque en revanche que les extinctions sont relativement abruptes. Cela est certainement dû à notre montage, notamment à la qualité des polariseurs, ainsi qu'à la sensibilité de notre œil ou de la caméra de notre téléphone. Maintenant, regardons ce qu'il se passe lorsque l'on place un polariseur supplémentaire, cette fois-ci non pas sur l'un des deux chemins de l'interféromètre, mais sur l'un des chemins de sortie. Disons que les deux premiers polariseurs sont en configuration 90 degrés. Dans ce cas, on a vu que l'on n'a pas de frange d'interférence. Et plaçons maintenant le troisième polariseur en configuration 45 degrés. Soudain, les franges réapparaissent. Étonnant, n'est-ce pas? Le troisième polariseur semble redonner la figure d'interférence, celle-là même qui avait été détruite par les deux polariseurs orthogonaux. Pourtant, une fois le faisceau recombiné, celui-ci emprunte un seul et unique chemin jusqu'à l'écran. Il n'y a pas de différence de marche introduite par le troisième polariseur. On pourrait donc croire que la figure d'interférence est perdue et qu'elle ne puisse être formée par un polariseur de sortie. De toute évidence, ce n'est pas ce que l'on observe. L'intérêt de ce montage est qu'il permet d'illustrer un phénomène quantique. En effet, lors de la séparation du faisceau par la première lame, le photon peut emprunter le chemin gauche ou droit avec une probabilité 1/2. La mécanique quantique nous dit qu'en l'absence de mesure, on ne peut pas dire que le photon a emprunté le bras gauche ou le bras droit. On parle d'une superposition d'états. En l'occurrence, le photon est dans la superposition chemin gauche, quête G, et chemin droit, quête D. La fonction d'onde associée à cet état, psi, révèle les franges d'interférence. Le fait d'introduire des polariseurs orthogonaux sur chacun des bras constitue, du point de vue quantique, une mesure P0 de l'état du photon. En mesurant la polarisation de sortie du photon plus ou moins 1, il est possible de savoir dans quel état G ou D le photon a été projeté. Or, les fonctions d'onde G et D sont de simples taches lumineuses sans frange, d'où l'absence d'interférence en présence des polariseurs orthogonaux. L'introduction du polariseur de sortie à 45 degrés rétablit la superposition d'états G et D. Autrement dit, l'information sur le chemin pris par le photon est à nouveau perdue. On retrouve dès lors les franges sur l'écran. Le polariseur de sortie agit donc comme une gomme quantique, en cela que la mesure P1 que l'on peut associer à l'assemblage des trois polariseurs est équivalente à la mesure P2 que l'on aurait en plaçant seulement le polariseur de sortie. En quelque sorte, la mesure donnée par les polariseurs des bras est gommée par le polariseur de sortie. On a déjà étudié en cours la notion de cohérence, mais en pratique, on ne l'a jamais vue de nos propres yeux. C'était donc notre objectif. Comprendre plus en profondeur les propriétés intrinsèques de la lumière et dévoiler sa structure interne. Les lasers ne produisent pas des photons identiques en continu, mais produisent des paquets de photons cohérents. Ces paquets, que l'on appelle trains d'onde, sont de durée finie. L'extension temporelle de ces trains d'onde est ce que l'on appelle le temps de cohérence. La structure en train d'onde de la lumière est relativement simple à concevoir. Prenons une source lumineuse quelconque. Celle-ci va émettre des photons. À chaque photon, on peut attribuer une phase. Pendant un temps égal au temps de cohérence, les photons auront tous des phases hautement corrélées. Au-delà de ce temps, cette corrélation s'estompe et les photons n'auront plus de relation de phase entre eux. Le décalage en phase des deux faisceaux au niveau de l'écran est donc aléatoire.
Le cosinus du terme d'interférence est donc nul en moyenne. Dit autrement, les interférences disparaissent. Dans un montage comme le Mach Zehnder, il faut, pour obtenir la frange clairement visible, assurer une différence de marche entre les deux bras inférieure à la longueur de cohérence. Une idée simple pour mesurer la longueur de cohérence est alors la suivante. Augmenter progressivement la différence de marche au niveau d'un des bras de l'interféromètre. S'il n'est plus possible de distinguer les franges sur l'écran, on peut alors conclure que l'on a dépassé la longueur de cohérence. Avec le montage précédent, nous n'avons pas pu établir une bande supérieure sur la longueur de cohérence de nos lasers. Nous avons donc décidé de faire une mesure alternative et indépendante de la longueur de cohérence avec un interféromètre de Fabry-Perot. Un Fabry-Perot est un système composé de deux miroirs opposés qui ne laissent passer que certaines longueurs d'onde en fonction de la taille de la cavité. En faisant varier la distance entre les miroirs, il est alors possible d'utiliser cet interféromètre en tant que spectromètre. Grâce à un piézoélectrique, on module la longueur de la cavité et on fait ainsi varier les longueurs d'onde qui sortent du système. Il est alors possible de tracer le spectre du laser. Le théorème de Wiener-Khinchin nous apprend que la fonction de corrélation est égale à la transformée de Fourier du spectre de la source. Et par définition, le temps de corrélation est défini comme le temps pour lequel la fonction de corrélation, ou du moins son module, est divisé de moitié par rapport à sa valeur centrale. Voilà la fonction de corrélation obtenue. On remarque ce pic caractéristique attendu à t égale 0 et un second pic aux alentours de 28 nanosecondes qui lui est assez étonnant. Cela est dû à la forme particulière du spectre qui présente plusieurs raies d'émission. Nous n'avons pas pu expliquer l'origine de ce résultat inattendu, mais nous pouvons tout de même en tirer des conclusions. Considérons ce second pic qui est supérieur à la moitié du pic principal, donc clairement non négligeable en termes de cohérence. On suppose que le rayonnement reste cohérent jusqu'à ce second pic et que c'est à partir de lui que l'on peut définir le temps de cohérence. On obtient alors un temps aux alentours de 30 nanosecondes, ce qui correspond à une longueur de cohérence de 9 mètres. Nous avons donc obtenu, pour le laser vert et rouge, des résultats similaires de longueur de cohérence de l'ordre de quelques mètres. Environ 9 mètres si l'on considère les pics secondaires des fonctions de corrélation. Nous avons alors refait un montage avec une différence de marche de plus de 10 mètres.
C'est ainsi que nous sommes parvenus à notre but. Nous n'observions plus de manière distincte les franges d'interférence. Pour être honnête, on pouvait encore les deviner en s'approchant de la tache lumineuse, mais le contraste était nettement en dessous de 1,5, signe que l'on avait dépassé la longueur de cohérence. En effet, on peut montrer que dans l'approximation d'une source quasi monochromatique, le contraste est égal au module de la fonction de corrélation réduite. Le résultat est donc cohérent avec ce que l'on a obtenu plus tôt, à savoir une longueur de cohérence de l'ordre de 9 mètres. Nous avons donc réussi, de plusieurs manières différentes, à explorer la structure et les frontières de la lumière que l'on manipulait. À travers ce projet, nous avons pu comprendre plus profondément les lasers, les phénomènes d'interférence, les interféromètres et les notions de cohérence. Mais, on en est sûr, la lumière n'a pas fini de nous réserver d'autres surprises.